BFM Business, le club du droit, présenté par Laure Closier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Club du droit, premier Club du droit depuis le mois de mars. On est ravis de vous retrouver et on va parler d'immobilier. Dans quel état est le marché après cette période de confinement? Est-ce qu'on est un peu comme une cocotte minute prêt à repartir ou est-ce que le nombre de transactions va baisser? Quid des prix? Marie Cœur de Roy, spécialiste immobilier à BFM Business, va nous faire un point sur le marché pour qu'on ait les idées claires. Et puis on va parler paperasse avec Olivier Ernberger. Il est notaire à Issy-les-Moulineaux, un notaire confiné. Est-ce que ça change d'un notaire au bureau? On lui posera la question. On y va, c'est parti pour le Club du droit. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Olivier Ernberger, bonjour. Vous êtes notaire à Issy-les-Moulineaux. Marie Cœur de Roy, bonjour. Spécialiste immobilier de BFM Business. Marie, j'ai l'impression que là, avec le déconfinement, on rêvasse sur les annonces immobilières. On regarde, est-ce que je ne m'achèterais pas une maison à la campagne et pourquoi pas la mer? Mais dans les faits, ça ne veut pas dire transaction. Ça ne veut pas dire transaction, n'empêche, on est quand même sur un moment assez particulier. Pour préparer l'émission, j'ai quand même passé un petit coup de fil et notamment à Laurent Vimon, le patron de Century 21. Je lui ai demandé, alors depuis le déconfinement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment c'est reparti? Puisqu'on l'a beaucoup dit, il y a eu un véritable coup d'arrêt pendant le confinement. Là, ces mots, c'est assez simple, c'est absolument hallucinant. Voilà ce qu'il m'a dit. Oui, ça repart du feu de Dieu. C'est explosif un peu partout. Il me disait il y a plusieurs centaines, voire des milliers de ventes qui sont en train de s'enregistrer là pour le seul de vente, il dit. De vente. On est sur du concret. Là, on a des gens qui redégainent. Alors, est-ce que ce sont des gens qui avaient déjà un projet immobilier avant ou est-ce que ce sont des gens qui se précipitent maintenant qu'on est en mode déconfinement? On ne sait pas bien encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie reprise du marché après un coup d'arrêt très brutal. Alors, je vous parle de ça. Il y a des villes avec des petits pôles où il y a vraiment des explosions. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais il me disait pour la seule ville de Chartres, il y a eu une quinzaine de ventes en l'espace de 10 jours. Ça a l'air de pas grand-chose, mais c'est considérable ce qui est en train de se passer. Alors après, globalement, sur l'année 2020, on va pas se mentir, on va être sur une vraie baisse du volume de transactions. Il faut voir aussi qu'en 2019, on était au-delà du million dans l'ancien. Marché de dingue. Exactement. On est sur un marché de dingue au départ. Là, on va perdre sans doute 100, peut-être 200, peut-être même 300 000 ventes. Mais pas finalement grand-chose. D'ailleurs, juste pour information, il y a un courtier en crédit immobilier qui me disait hier, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle finalement cette baisse du nombre de transactions. Est-ce que ça pourrait pas permettre d'assainir le marché? Parce que lui, il dit, en 2019, on était peut-être dans un marché du trop de transactions, trop d'acheteurs, trop de hausse de prix. Alors est-ce que potentiellement... Ça assainit le marché. Et voilà. Est-ce que potentiellement cette crise sanitaire pourrait assainir le marché, permettre de retrouver un tout petit peu de sérénité? C'est une vraie question quand même. Olivier Ernberger, vous en pensez quoi? Je suis pas loin de partager cette interrogation ou cette analyse. Un stop qui assainit le marché, c'est spécial quand même. Peut-être qu'il va y avoir simplement un phénomène d'ajustement et qu'on va peut-être revenir sur des chiffres ou des comportements ou des prix un petit peu plus raisonnables. L'exemple que vous citez sur Chartres est très intéressant. C'est l'exemple d'une ville moyenne à 45 minutes d'une métropole. Ça me paraît un indicateur assez intéressant. Peut-être qu'il y aura des évolutions sociologiques qui sont peut-être une chance pour certaines villes moyennes. Et là, on est incapable de dire si c'est le marché qui bouge, c'est des Parisiens qui vont à Chartres, c'est un peu rapide. Alors, c'était intéressant parce que Laurent Vimon, justement, toujours le patron de Century 21, me disait... Alors, faut bien voir, par exemple, le cas de Paris, parce qu'on va prendre la grosse ville, la capitale par excellence. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pas grand-chose. C'est le calme. Alors, pourquoi? Il faut aussi voir pourquoi c'est le calme. Parce qu'on a 500 000 Parisiens qui sont partis pendant le confinement. Ils ne sont pas tous revenus. Bien au contraire, la majorité d'entre eux ne sont toujours pas revenus à Paris. Donc, il y a aussi cet élément qui explique ce calme parisien. Mais il me disait, justement, pour la ville de Chartres et puis d'autres, il me parlait de Fontainebleau, ceux qui achètent, ce sont précisément des Parisiens, CSP+, attention, qui vont prendre une résidence secondaire. Et c'est pour ça que lui, il est très prudent là-dessus. Parce qu'il dit, attention, là, on est en mode déconfinement. Quand on aura repris nos bonnes vieilles habitudes, ou quand on se rendra compte de nos réelles capacités d'achat, nos capacités de vie en commun, nos capacités de télétravailler, est-ce que vraiment, ceux qui regardent aujourd'hui, qui sont effectivement très nombreux, ceux qui veulent quitter les grandes villes pour partir en province et avoir une maison avec jardin, il y en a beaucoup. Ils regardent aujourd'hui. Est-ce que ceux-là vont passer à l'acte? Attention, le passage à l'acte en immobilier, c'est pas anodin, c'est pas comme ça sur un claquement de doigts. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et ça, et capacité d'emprunt. C'est tout, c'est le crédit immobilier. On a vu le Haut Conseil de stabilité financière, qui est le régulateur par excellence sur le crédit immobilier, qui a quand même demandé aux banques d'être un peu plus regardantes sur la durée des emprunts, sur le taux d'endettement des ménages. Et ça continue. On a des taux d'intérêt, certes, qui restent à un niveau historiquement faible, mais qui remontent légèrement dans un contexte où on va avoir un chômage de masse. Est-ce que ça aussi, ça peut pas ralentir la demande? Ça, c'est ce vrai risque qui est pointé du doigt par certains courtiers. C'est certes peut-être assainissement
grâce à la crise sanitaire, mais attention à pas d'effondrement. Donc c'est si le régulateur devenait, voilà, si le régulateur devenait un petit ce qui va être décisif, ça va être la manière dont les banques vont réagir. Est-ce qu'elles vont continuer à porter le marché comme elles l'ont fait jusqu'à présent, ou est-ce que l'accès au crédit va être plus difficile, auquel cas ça pourrait avoir un effet de ralentissement très très important. Sur les prix, globalement, on est même niveau qu'avant le confinement. Il se passe rien. Moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui arrêtaient pas de dire attention, il va y avoir une baisse de prix et que tout le monde était dans les starting blocks en se disant ouh là, la bonne affaire. Non, il se passe rien. Vous demandez aujourd'hui, les prix sont les mêmes. Avant, après Covid, après déconfinement. Alors après, la question, c'est aussi, ça fait quoi? Ça fait 15 jours. On va peut-être un tout petit peu attendre. Là, on est quand même sur un marché qui va se regarder. Les acheteurs, les vendeurs. Peut-être qu'il y aura un ajustement des prix dans certaines villes ou pas. Le sujet, en ce moment, c'est pas le prix. C'est quelle est la demande, où se situe la demande. Le fait est que les villes qui étaient dynamiques avant vont rester dynamiques quand même. Après, de quelle manière, sur quelle période, avec quelle force, parce que quand on voit les hausses de prix parisiens sur du 8%, quand on est au-delà des 10 000 euros du mètre carré, c'est évidemment vertigineux. Est-ce qu'on va rester sur ce trend-là? Je ne sais pas. Mais franchement, il y a quand même assez peu d'observateurs qui tablent sur un effondrement des prix de l'immobilier, d'autant plus quand on voit quand même qu'il y a une reprise qui est assez spectaculaire, qui s'est engagée en l'espace de 15 jours. Donc il va falloir regarder ça. Il y a quand même une demande immobilière qui est importante. Et je rappelle quand même accessoirement que l'immobilier reste quand même la chose, le placement vers lequel vont se diriger massivement les Français. Autour de vous, vous avez forcément des gens qui disent oh là là, les banques, oh là là, les marchés financiers, quand on a vu ce qui s'est passé, oh là là, la pierre, c'est quand même l'épargne de précaution la plus solide et la plus tangible. Vous êtes plutôt sur une tendance rassurante, quoi. Vous dites on attend de voir, mais globalement il y a une demande qui est là. Olivier Berger, vous croyez à un marché immobilier qui s'effondre, en tout cas en octobre, novembre? C'est difficile de tirer des plans sur la comète, mais ce qui est certain, c'est que les opérations qui étaient déjà commencées, c'est-à-dire que les gens qui avaient déjà pris une décision d'acquérir, ceux-là, ils ont été interrompus dans leur processus, et ce processus, il a plutôt repris. Il y a eu marginalement quelques tentatives de renégocier, mais globalement, les opérations qui étaient déjà enclenchées, elles ont reprises. Après, qu'est-ce qu'il en sera des nouvelles décisions d'acquérir? C'est des gens qui devaient prendre la décision en mai ou en juin. Qu'est-ce qu'il en sera? Je suis bien incapable de vous le dire. Moi, The Place to Be, c'est la maison de campagne. Le budget pour acquérir une maison de campagne, en moyenne, c'est 170 000 euros. On n'est pas sur des montants... Oui. L'immobilier en France n'est pas cher, contrairement à ce qu'on dit. Il est cher dans une quinzaine d'endroits, mais globalement en France, l'immobilier n'est pas très cher. Et vous avez des villes à 1 heure de Paris, vous prenez la région d'Orléans, qui sont de l'ordre de 2 000 euros du mètre carré. Donc l'immobilier globalement en France n'est pas très cher, donc il suffit de s'éloigner un petit peu des 15 centres et des quelques métropoles que nous avons pour en effet trouver des biens de bonne qualité à des prix tout à fait abordables. Simplement, mais va-t-il y avoir une revalorisation du marché de la maison de campagne? C'est impossible de le dire parce que derrière tout ça, au-delà des questions de business et de marché immobilier, il y a en réalité des questions de sociologie qui sont très compliquées, très complexes à anticiper. Non mais moi je suis parfaitement d'accord avec votre analyse. Puis c'est toujours des trous percés quoi. Ouais. Non mais puis après en réalité à chaque fois c'est toujours la même question. C'est l'emplacement en immobilier. C'est-à-dire que pourquoi Paris est cher et pourquoi justement la région d'Orléans l'est moins. Donc il faut aussi se poser des questions sur le dynamisme local, parce qu'il n'y aura pas que cette question du télétravail, il y aura aussi la question, parce qu'il y a des emplois qui ne sont pas délocalisables, qu'on ne peut pas faire en télétravail. Donc ça va être une vraie question, et effectivement elle est plutôt... puis derrière tout ça, il y a l'organisation de la famille, il y a le sort des enfants quand on a des enfants. Est-ce que les enfants sont délocalisables très facilement? La question des transports, quand on a vu le Grand Paris, pour parler de Paris, quand on a vu le Grand Paris qui a porté les prix en banlieue parisienne, mais pour peu que les travaux... Fast pchit aujourd'hui, on a des prix qui étaient en train d'augmenter, qui vont forcément se tasser un tout petit peu aussi. Mais on a vu effectivement que cette question des transports aussi, si on améliore aussi les transports, on va avoir effectivement une revalorisation de certaines villes. On l'a vu avec Bordeaux, ça a été considérable, la hausse de prix à Bordeaux et même dans les environs de Bordeaux. C'est-à-dire que ça fait tache d'huile. Aujourd'hui, Bordeaux est devenu tellement cher que ce sont les villes autour. On le voit avec Lyon, c'est Villeurbanne qui grimpe le plus. Aujourd'hui, Lyon est devenu trop cher. Donc on a de toute façon cet effet tache d'huile qui était déjà enclenché avec des facilités de transport parce que malgré tout, quoi qu'on pense des politiques locales, ça s'améliore dans les grandes villes. Et donc, de fait, on a des gens qui sortent des centres névralgiques, qui vont autour et qui forcément font augmenter les prix fortement ailleurs. Olivier Berger, Marie nous dit l'immobilier, il y a des transactions, ça bouge. Dans quel état est le corps notarial après ce confinement? Il est en
en engorgement total de paperasse. Je sais pas, moi je vous imagine chez vous avec des tas de dossiers qu'il faut traiter. Dans beaucoup d'études, la plupart des dossiers papier n'existent plus, ils sont totalement dématérialisés. Vrai, mais nous on reste sur cette idée-là. Je crois qu'avant la crise, on était à peu près à 10 000 actes notariés signés sous la forme dématérialisée électronique par jour, 10 000 par jour. Je crois qu'il n'y a aucune profession juridique en Europe qui est arrivée à ce niveau de dématérialisation. Donc non, on n'est pas engorgé par les papiers. Donc les transactions se sont faites en fait. Non, les transactions se sont arrêtées. Il y a eu un moment d'arrêt très important. Elles ont repris un petit peu lorsqu'il y a eu un texte qui a permis de faire de la signature à distance, c'est-à-dire que sans que la personne ne comparaisse physiquement à la signature. Donc ça a permis de refaire partir un petit peu les signatures, mais ça a été une expérience. C'est un texte provisoire qui va s'arrêter. Il faudra qu'on prenne le temps de tirer les conséquences de cette expérience, probablement pour améliorer le système technique, sans entrer dans les détails matériels, mais il y a des enjeux, il y a des questions de technologie derrière tout ça qui sont très complexes, sur lesquelles il va falloir revenir pour sans doute les améliorer, mais globalement le système a pu reprendre à partir de l'adoption de ce texte sur les actes à distance, puis ensuite à partir du déconfinement, les études sont en train de se remettre en mouvement, mais ce qu'on peut observer d'ailleurs, c'est que beaucoup d'études sont passées totalement au télétravail et beaucoup d'études sont encore aujourd'hui au télétravail comme toutes les entreprises. Donc notaire en télétravail, ça pose aucun problème en fait. Sauf sur la partie du travail intellectuel, la partie conférence, échange avec les clients, réunion de travail, ça ne pose pas de difficulté. Ce qui pose difficulté, c'est la matérialité de la signature, où en effet, il faut que les gens, en l'état actuel du droit, viennent soit eux-mêmes, soit par quelqu'un qui les représente pour signer matériellement. Et puis, derrière les actes ou avant les actes notariés, il y a toute la chaîne. C'est-à-dire que ça ne suffit pas que le notaire lui-même soit dématérialisé si toute la chaîne de publicité foncière, tous les interlocuteurs des villes dont nous sommes dépendants pour les pièces administratives dont nous avons besoin, des bureaux d'enregistrement, des services de publicité foncière, si eux-mêmes ne sont pas dématérialisés, ça ne sert à rien. Donc la chaîne, elle fonctionne si tout le monde est dématérialisé, d'une part, et d'autre part, beaucoup de nos actes sont liés à des opérations matérielles. Quand vous signez une acquisition immobilière, souvent, il y a une cuisine à changer, il y a un déménagement. Donc si vous ne pouvez pas matériellement changer votre cuisine ou déménager pour faire des travaux ou pour vous installer, ça ne sert à rien de signer. Donc en réalité, nous sommes liés à toutes ces opérations. Mais est-ce que vous avez l'impression que la chaîne de valeur a avancé sur la digitalisation comme on a fait des bonds technologiques dans plein de secteurs? Là, cette période de confinement, est-ce qu'elle permet à l'ensemble de la chaîne de valeur de bouger? Sur la digitalisation elle-même et le travail numérique, non. Ce qui a clairement bougé, c'est l'anticipation sur le télétravail et le fait de constater qu'il y a plein de réunions, de négociations, de travail qu'on peut avoir avec ses clients ou avec des interlocuteurs qu'on avait jusqu'à présent sous la forme présentielle, qu'on peut parfaitement avoir en visioconférence. Donc sur l'aspect digitalisation, non. Il ne s'est pas passé grand-chose d'extraordinaire pendant ces 2 mois en dehors de ce texte expérimental dont je vous parlais sur la signature à distance. En revanche, sur le présentiel ou l'absence de présentiel et le travail à distance, là en effet, il y a eu des progrès. On a probablement pu faire ou fait ce qu'on aurait peut-être fait que dans 2 ou 3 ans. Mais ce qui veut dire quand même que le notaire, là, on enregistre, on est le 24 mai, il est un peu submergé quand même, là, d'activités qui reprend, d'actes qui se sont arrêtés. Les opérations qui étaient arrêtées, elles reprennent bien, elles reprennent tranquillement sans qu'on soit submergé, elles reprennent normalement. Les opérations nouvelles, jusqu'à présent, il y en a peu qui arrivent dans les études. Alors, s'il y a beaucoup de signatures dans les agences, ça veut dire qu'il va y avoir un petit décalage et qu'on va en recevoir dans quelques semaines. Mais pour l'instant, on n'est pas submergé de nouveaux dossiers. On reprend les dossiers qui étaient en cours et on n'est pas submergé de nouveaux dossiers en matière immobilière. En revanche, les autres secteurs d'activité. Justement, si on prend l'ensemble de votre activité notariale, et notamment patrimoniale, est-ce que vous avez vu des familles, des clients venir vers vous en disant ce confinement puis ce déconfinement change des choses dans ma stratégie patrimoniale, dans ma vision de mon patrimoine immobilier? Oui, ce que l'on voit, c'est que les dossiers de droit patrimonial de la famille, donc l'estate planning, l'organisation successorale, les divorces éventuellement, les mariages, toutes ces activités-là, des héritages bougent beaucoup. C'est-à-dire que le droit patrimonial de la famille est très actif. Donc on a beaucoup de clients qui viennent vers nous, soit parce qu'effectivement ça a précipité des décisions, ou ça leur a donné le temps de réfléchir à des choses. Donc effectivement, cette activité-là est très, très vivace.
Et vous, en tant que professionnel, est-ce que exactement comme les entreprises, vous vous dites, moi, mon office notarial, je vais la réduire? C'est une vraie question, bien sûr. Stratégie patrimoniale, stratégie immobilière également chez vous? Bien sûr, la question se pose chez nous. Moi, à titre personnel, l'étude doit faire à peu près 1000 mètres carrés de bureaux dans la configuration ancien monde, si je puis dire. La question se pose en effet de savoir ce que sera demain. C'est une vraie question qu'on se pose aujourd'hui. Nous, on avait déjà une culture du télétravail assez importante. On a passé 100% des équipes en télétravail. On s'aperçoit que ça fonctionne plutôt bien. Donc la question de l'organisation physique de nos locaux, elle est posée. Mais elle s'accompagne de l'organisation physique des domiciles de nos collaborateurs. Parce que le télétravail ne peut fonctionner sereinement que si les gens ont un logement qui est adapté. Parce que si on est 3 à télétravailler dans le salon avec les enfants qui eux-mêmes télétravaillent, avec un chat qui traverse sur le clavier, ça ne fonctionne pas. Donc ça pose la question de l'organisation physique des bureaux, mais également la question de l'organisation physique des logements. Qui dit revue totale des stratégies immobilières, que ce soit de bureau ou familial, dit quand même baisse des prix. Si on augmente les transactions, mais pas forcément, Laure, pas forcément, Laure, parce que vous pouvez aussi avoir d'autres modes, plein de petits bureaux, vous pouvez avoir plein de grands logements, moins de grands logements, plus de petits logements. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça que moi, je suis assez admirative de ceux qui ont quand même le courage de dire on ne sait pas. Enfin, personne ne sait aujourd'hui. Concrètement, comment appréhender justement les attitudes et des entreprises, les choix stratégiques et des entreprises et des salariés ou même des patrons de décider de partir, emménager ou de divorcer. Donc on va créer d'autres demandes immobilières aussi, parce que si on accroît les divorces, on va avoir des demandes supplémentaires. On ne peut pas savoir. Et en plus, on peut avoir un jeu de vase communicant, c'est-à-dire aussi bien ça peut monter dans une ville que baisser dans l'autre. Et donc, bon an, mal an, ça ne va pas bouger en moyenne. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on regarde tous ce marché avec énormément d'intérêt parce que ça va être passionnant. Mais celui qui prend aujourd'hui les paris, franchement, je le trouve très courageux. Mais pour prendre des décisions, justement, le problème, ça va être de prendre des décisions aujourd'hui, mais on va tous dépendre soit du choix stratégique de notre entreprise, soit de notre choix à nous, en tant que famille, dire voilà, est-ce que je suis en passe de divorcer ou pas? Est-ce que ma vie, par exemple, dans une grande ville telle que Paris, Lyon, ça ne me convient plus parce que j'ai besoin d'un jardin? Est-ce que je peux négocier avec mon entreprise pour télétravailler? Dans quelle mesure? Enfin voilà. Mais est-ce que l'immobilier de bureau frémit quand même? Parce que quand on entend Olivier Berger dire nous aussi, il y a une certitude. On pense à réduire. Alors oui, il y a une certitude, mais c'est beaucoup plus. Vous allez peut-être faire du coworking dans le reste de vos locaux. Mais ça aussi, c'est un sujet, alors le coworking. Tout le monde dit ça pourrait propulser le coworking parce que en même temps télétravailler chez soi, c'est nul. Donc du coup, je vais peut-être trouver. Mais non, il y en a d'autres qui me disent c'est la fin du coworking, c'est la mort du coworking. Pourquoi le coworking fonctionnerait après tout? Crise sanitaire. Est-ce que moi j'ai envie d'aller me coller avec d'autres salariés que je ne connais pas, d'autres petits start-upers que je ne connais pas, avec des conditions sanitaires dont je ne suis pas convaincue aujourd'hui? Il y a beaucoup de questions sur les nouveaux modes de travail. On disait que le coworking c'était l'avenir. Est-ce que c'est vraiment l'avenir aujourd'hui? Il y a le tiers-lieu. Ce qui n'est pas impossible, c'est que l'évolution soit protéiforme. C'est-à-dire qu'en fait, il se dessine des schémas de travail, des schémas d'organisation qui soient très divers et qu'à l'intérieur même d'une entreprise, on est toute une kyrielle de gens qui travaillent selon des modes différents et donc qui vivent selon des modes différents. C'est ça qui rend les choses intéressantes et difficiles à appréhender. Merci beaucoup.